Bonsoir à toutes et à tous, mes chers collègues. On va ouvrir cette séance de notre conseil municipal. Je ne sais pas si l'éclairage peut être un petit peu plus intense, parce que j'ai le sentiment qu'il y en a un peu moins que d'habitude. Ah, oui. En premier lieu et formellement, je vais procéder à l'appel des membres pour nous assurer du quorum. Alors, Franck Levry présent. Laurence Briand. Présente. Jean-Philippe Dupuis. Présent. Daniel Rival. Présente. Xavier Lequéré. Annabelle Garand. Présente. Christophe Mathieu. Présent. Delphine Fillou. Présente. Bruno Misset. Présent. Sophie Minsard. Présente. Bertrand Plouvier. Présent. Sophie Douchin. Nicolas Appert. Nathalie Hazard. Présente. Bruno Denis. Sophie Peureux. Présente. Jean-Yves Lebédé. Présent. Caroline Glon. Présente. Pascal Mabi. Présent. Karine Chalier. Présente. Jean-Christophe Perriot. Présent. Stéphane Burban. Présent. Anne-Laure Berry. Présente. Sandrine Levouedec. Philippe Mandin. Présent. Jean-Yves Gontier. Présent. Marina Marchais. Caroline Leroux. Présente. Laetitia English. Elle va arriver, elle s'excuse, elle a un petit peu de retard. D'accord, pas de problème. Luc Dejoie. Luc Domo, excusez-moi. Je suis bien. Merci, au conseil monsieur le maire. municipal. Présent. En plus, Luc. Ouais, attendez. Dany Lamy. Présente. Jacques Renaud. Et Anne Boyer. Présente. Merci. Je ne savais pas que ça pouvait faire rigoler en plus. Hein. Ça serait le comble. Bon. Donc la condition du quorum est donc remplie. Je vais solliciter Anne-Laure Berry pour prendre la charge du secrétariat de cette séance et je la remercie d'accepter. Voilà. Donc on a l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. C'était celle du 20 août dernier qui a donné lieu à relecture préalable. Je ne sais pas s'il y a eu des observations particulières. En tout cas, s'il n'y en a pas d'autres, je vais mettre immédiatement aux voix. Et donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Il est adopté. Alors, nous allons donc procéder à l'examen de 10 délibérations inscrites à l'ordre du jour. Je vais avoir 2-3 petites informations à vous donner avant. Tout d'abord, un rapide point, bien sûr, sur la situation sanitaire, qui est en très nette amélioration. Sur l'ensemble de la Loire-Atlantique, le taux de couverture vaccinale est de 75,3% et de 77,4% sur le territoire de Cap-Atlantique. Nous aurons pratiquement atteint, je ne pense pas qu'on va franchir le seuil, n'est-ce pas Annabelle, mais on aura pratiquement atteint à la fin du mois la barre symbolique des 100 000 injections depuis l'ouverture du centre en février dernier. Nous avons le meilleur résultat, je crois, du taux de couverture vaccinale au niveau des EPCI de la Loire-Atlantique. Ainsi, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous avez eu des données, mais en tout cas, le nombre d'injections a baissé radicalement au sein du centre de vaccination. On était à peu près à 1000 injections par jour avant l'été. Et nous avons atterri à moins de 200 ces derniers jours. Alors que nous pensions le clôturer fin octobre, on l'avait évoqué au dernier conseil municipal, nous le fermerons finalement dès le 30 septembre à la demande de l'Agence régionale de santé. Les associations donc utilisatrices du centre Gaillardon pourront retrouver leurs infrastructures sportives plus rapidement que prévu et c'est une bonne nouvelle pour eux. Ce centre a ainsi fonctionné à plein régime durant toute la période estivale. Pour rappel, il y a à La Baule près de 17 500 habitants et plus de 70 000 sur l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique, même s'il y a eu bien sûr des personnes de passage qui ont cet été profité de ce centre de vaccination. Globalement, c'est surtout la démonstration que notre population a désiré se préserver en grande majorité. Et donc avec Annabelle Garand, nous remercions une nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette opération. Tous les professionnels de santé, bien sûr, les agents des services municipaux, les bénévoles, aussi un petit mot particulier pour Elisabeth Hubert qui nous a chaperonnés dans la démarche que l'on a eue à l'endroit de la constitution de ce centre de vaccination.
même si la santé n'entre pas dans les compétences municipales. L'équipe municipale entend continuer de tout mettre en œuvre, bien sûr, pour assurer la sécurité sanitaire des résidents baulois, sous un triptyque qu'on a établi maintenant, prévention, anticipation et bien évidemment action. Deuxième point, après la santé, je pense qu'il est important, après une saison comme la nôtre, de faire un point sur la sécurité. C'est une autre satisfaction de notre bonne saison estivale et qui est celle des chiffres de l'insécurité sur la ville cet été. Ce que je vous avais signalé avec des chiffres partiels au précédent conseil municipal a été confirmé par le rapport saisonnier que nous avons eu, que nous a transmis le ministère de l'Intérieur. La délinquance a été en baisse sur notre commune pendant les mois de juillet et d'août. La circonscription de sécurité publique de la Baule, qui regroupe à la fois la ville de Pornichet et du Pouliguen, ainsi que notre commune, connaît logiquement une forte activité, comme vous le savez, lors des 2 mois d'été, et les fonctionnaires de police en poste sont mobilisés avec une présence obligatoire de 75% des effectifs locaux. En plus des renforts saisonniers qui ont été mobilisés, il y a eu bien sûr la compagnie de CRS et les fonctionnaires de Nantes, alloués par la direction départementale de la sécurité publique du département de Loire-Atlantique, même si ces effectifs n'ont pas été présents que pendant un peu plus d'un mois. Ces renforts ont permis de mettre en œuvre un dispositif tout à fait satisfaisant, marquant une bonne présence policière sur la voie publique. Il est établi indéniable que celle-ci a un fort effet préventif et dissuasif, notamment sur la période estivale. Les résultats sont là. Cette année, la délinquance est en recul significatif par rapport à 2020, avec les chiffres les plus bas sur les 5 dernières années. Quelques chiffres que vous ayez une notion plus précisément de l'état des lieux. Le nombre de faits a reculé de 2,17%, de faits délictueux. Les baisses les plus remarquées concernent les vols avec effraction, moins 16,39%, les vols à la tire, moins 60%, et les vols d'automobile, moins 42,86% exactement. Et enfin, comme en 2020, aucun vol à main armée n'a été commis, et on s'en satisfait bien évidemment. Parmi les autres observations, si les atteintes aux biens augmentent, les violences faites, alors c'est plus 21%, les violences faites aux personnes diminuent, moins 33,33%. Donc une nette baisse des conduites aussi en état sous l'emprise alcoolique a été constatée. D'ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la consommation d'alcool sur le domaine public, et afin de faire respecter les arrêtés municipaux que nous avions pris, plusieurs opérations de contrôle nocturne ont eu lieu sur la plage à raison de 2 par semaine. Bien évidemment, notre police municipale a largement contribué à ces bons résultats par sa présence accrue sur le terrain et l'augmentation de l'amplitude de ses horaires d'activité, et je leur remercie vraiment. Nos agents ont été particulièrement actifs dans la lutte contre les incivilités, privilégiant le préventif au répressif, surtout dans le contexte sanitaire dans lequel on était. Pour 2888 interventions de rappel à l'ordre, 51 PV ont finalement été dressés pour les vrais récalcitrants durant juillet et août. Notre brigade équestre aussi a suscité curiosité et engouement et a contribué à créer du lien entre les agents et les usagers, ainsi qu'à sécuriser des lieux difficilement accessibles. J'y voyais encore ce matin, ils en étaient ravis. En parallèle, notre centre de surveillance urbain, qui est situé ici à l'hôtel de ville, fonctionne dorénavant 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas auparavant, a été des plus utiles, notamment pour la police nationale, l'ayant sollicité à de multiples reprises pour résoudre certains faits délictueux. Il faut également souligner la présence, comme l'année dernière, de renforts militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Vous avez dû les voir notamment se promenant sur la promenade de mer. Ils ont assuré une présence non négligeable des lieux fréquentés par le public. Et je terminerai ce tour d'horizon en reprenant le chapitre de conclusion de ce rapport saisonnier que je souhaitais donner au public. Le maintien du dispositif l'an prochain permettra d'assurer la sécurité d'une circonscription dont la population augmente tous les ans, passant de 20 000 à 250 000 durant la saison et plus particulièrement depuis l'instauration du télétravail. Donc cette conclusion nous rassure puisqu'elle indique clairement que nous continuerons à bénéficier des renforts saisonniers qui sont vraiment indispensables pour la sécurité de notre ville. Dernier point, qui est un point d'information
avant de passer à l'ordre du jour, pour vous montrer que la gestion municipale, ce n'est pas seulement que des grands projets, comme la réhabilitation de la promenade de mer, c'est également une multitude de petites améliorations dans le quotidien des administrés et pour la dynamique de la ville. Vous avez certainement remarqué que l'aire de taxi, c'est important, des taxis au niveau de la gare centrale, a été en quelque sorte sanctuarisé. Il y a eu des travaux qui ont été faits, avec l'installation de barrières et une signalétique adaptée. Nous allons aussi matérialiser un espace de stationnement pour les VTC, qui était un souhait, les véhicules de transport avec chauffeur, qui sera un espace navette. Attention, ceux-ci n'ont pas le droit de marauder. Ils ne peuvent intervenir que sur demande express. Mais ils peuvent arriver que la personne qui doit prendre en charge et appeler un VTC depuis le train qui va arriver en gare. Dans ce cas, il est légitime que le chauffeur puisse bénéficier d'une zone réservée pour attendre son client et permettre ainsi la fluidité de la circulation. Cet aménagement est d'autant plus intéressant, c'est la raison aussi pour laquelle je vous en parle, c'est qu'un très bel espace de coworking de 340 mètres carrés va être prochainement inauguré en octobre au-dessus de la gare, au 2e et 3e étage de la gare. Donc nous aurons là, deux services totalement complémentaires, VTC et taxi, afin que ceux qui travaillent au pays des vacances puissent obtenir les services de transport souhaités sur ce pôle d'échange multimodal de la Baule, avec aussi, comme vous savez, la présence de Lila Presqu'île. Voilà ce qu'il en était sur les différents éléments. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par les délibérations numéro 1. Alors, nous avons des consignes juridiques encore plus strictes, avec notre nouvelle directrice, notamment les services juridiques. Il y a une difficulté aujourd'hui, c'est que pour rapporter des délibérations, il ne faut pas être concerné par la délibération. Je vous fais grossièrement, mais c'est à peu près ça. Donc, et je vois aussi le même problème au niveau régional, où on a énormément de délibérations. Et donc, là, en l'occurrence, il y a des rapporteurs qui ne sont pas toujours directement concernés par le sujet, parce qu'ils sont directement concernés par la délibération. Par exemple, quand vous avez une nomination au sein de la délibération, la personne qui rapporte la délibération ne peut pas la rapporter. Dans l'extrême, moins on connaît le sujet, plus on peut s'en occuper. Bon, parfois, il y a des dérives assez étonnantes. Bon, enfin bref, mais je ne sais pas jusqu'où on va aller dans cette démarche, Madame la directrice, mais bon, à un moment donné, parfois, c'est pas toujours cohérent. Moi, je le vois à la région aussi. On est obligé de se déporter systématiquement des votes. Donc là, en l'occurrence, un sujet comme la création de la société publique locale SPL Restauration Presqu'île, je vais demander à Annabelle Garand de la rapporter, même si elle est concernée quand même sur le sujet. Mais normalement, ça devrait être plutôt Bertrand qui s'en était occupé. Mais voilà, et on aura le même sujet sur Atlantia. Vous le verrez où malheureusement, le président d'Atlantia, comme il est concerné, ne peut pas toujours rapporter la délibération qui le concerne plus particulièrement. Donc là, je vais laisser la parole à Annabelle Garand pour la création de la SPL Restauration Presqu'île, qui fait la continuité avec hier, parce que nous avons pu voter l'installation de cette SPL Restauration Presqu'île au sein du Conseil communautaire. Annabelle. Merci, monsieur le maire. Vous m'entendez ? Oui. Donc bonsoir mes chers collègues. En préambule, je souhaitais juste rebondir sur les propos introductifs et m'associer aux remerciements de monsieur le maire concernant le centre de vaccination. C'est effectivement près de 350 personnes qui ont travaillé dans ce centre de vaccination et qui ont fait le succès de ce centre, parce qu'il a su garder un caractère très humain qui était très apprécié des patients, et nous n'avons eu aucun malaise et aucun problème majeur à signaler. Je voudrais également rassurer les habitants qui doivent encore recevoir des injections vaccinales. La médecine de ville se structure avec l'aide de l'ARS pour prendre la suite des centres de vaccination, et concernant notre territoire, ça sera bien évidemment le centre de la sous-préfecture de Saint-Nazaire qui sera fléché en priorité. Voilà, cette petite aparté faite. Je vais donc revenir sur la délibération numéro 1 qui concerne donc la création de la société publique locale SPL Restauration Presqu'île. Donc la cuisine centrale, située aux 3 avenues du Bois-Robin, produit pratiquement 137 000 repas annuellement, qui sont destinés aux usagers des établissements scolaires publics, des services du CCAS, du restaurant municipal et du centre de stage. Le contrat de délégation de services publics avec la société Elior s'arrêtera le 15 juillet 2022.
C'est pourquoi l'équipe municipale s'est interrogée sur l'organisation et le fonctionnement de cette prestation. Nous souhaitons nous inscrire dans une offre qualitative en privilégiant l'origine locale des aliments et leur production en mode d'agriculture biologique. C'est dans ce contexte que la ville de La Baule-Escoublac et Cap-Atlantique ont envisagé la création d'une SPL Restauration pour assurer les besoins en restauration collective du territoire sous le contrôle et l'impulsion de ces collectivités actionnaires et ainsi de promouvoir une alimentation de qualité. La société sera nommée Restauration Presqu'île et aura différents objets. Je vais prendre un petit peu de temps, mais il me semble important pour notamment les gens qui nous écoutent de comprendre les objets de cette société. Donc, elle aura pour objet d'assurer la conception, la construction, l'aménagement, la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement d'une cuisine centrale, la relation avec les usagers et les services, la restauration collective et sociale. Elle aura également pour mission d'assurer un service de restauration traiteur pour toute manifestation à l'initiative des collectivités actionnaires, la traçabilité, la sécurité des produits alimentaires et de l'hygiène, la qualité nutritionnelle et gustative. Elle pourra apporter une réponse aux besoins émergents du territoire et de ses collectivités actionnaires. Également une participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique alimentaire du territoire et enfin réaliser toute étude et assistance liée aux missions qui précèdent. Donc vous voyez que cette SPL aura beaucoup de missions et d'une manière générale, elle pourra également accomplir toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation. Le capital social de la SPL est fixé à 100 000 euros, divisé en 1000 actions, de 100 euros chacune, réparties de la façon suivante. 10% à Cap-Atlantique, soit 10 000 euros. Et comme disait Monsieur le maire, cela a été adopté hier en conseil communautaire. Et 90% pour la ville de La Baule-Escoublac, soit 90 000 euros. Le siège de la SPL sera au 179 avenue de Lattre de Tassigny, à La Baule-Escoublac. À noter également que la SPL serait administrée par un conseil d'administration dont le nombre de sièges est fixé à 8, avec 7 sièges attribués à la ville de La Baule-Escoublac et un siège attribué à la communauté d'agglomération de Cap-Atlantique qui n'a pas encore été attribué, notamment pas été attribué hier. À ce titre, je vous propose de retenir pour la ville de La Baule-Escoublac en tant que administrateur, Monsieur Bertrand Plouvier, Madame Karine Chalier, Monsieur Jean-Philippe Dupuis, Madame Nathalie Hazard, Monsieur Xavier Lequéré, Madame Caroline Leroux et Madame Anne Boyer. Dans cette délibération, je souhaiterais également que nous autorisions le représentant de la municipalité, Monsieur Bertrand Plouvier, à accepter pour le compte de la ville de La Baule-Escoublac les fonctions de président du conseil d'administration ou de président directeur général qui pourraient être confiées à la ville par le conseil d'administration de la SPL, précisant que ces fonctions ne sont pas rémunérées. Donc, dans ces conditions, je vous propose donc de voter la création de la SPL Restauration Presqu'île. Je vous remercie. Merci Annabelle Garand. Donc ça y est, donc on a la structure juridique, c'est-à-dire la coquille. Maintenant, il va falloir organiser au sein de cette structure juridique les mutations à venir de la restauration collective à La Baule avec les ambitions qu'on s'est données en matière de qualité alimentaire, parce que c'est vraiment un enjeu essentiel, comme l'a précisé Annabelle Garand. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce sujet? Madame Marina Marché. Merci, Monsieur le maire, et bonsoir à tous. Je ne reviendrai pas sur l'aspect qualitatif de ce projet que je considère ambitieux et vraiment volontariste, qui s'articule évidemment avec le projet alimentaire de Cap-Atlantique, le projet alimentaire territorial. Une toute petite chose cependant, alors là c'est vraiment, je pense que dans la délibération on nous demande d'approuver le projet de statut. Je reviens juste sur l'article 14 sur la limite d'âge des membres du conseil d'administration qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu à la hausse pour être un peu tranquille. Elle est de 70 ans. Et puis, juste deux questions. Est-ce qu'il est possible, Monsieur le maire, de s'adresser à Bertrand Plouvier directement? Oui, bien Comme sûr. ça, il pourra prendre la parole. Donc, deux questions à Monsieur Plouvier. Quid du personnel d'Elior?
Et est-ce qu'on a des obligations, et si oui, quelles sont-elles, et des locaux du Bois-Robin, est-ce qu'ils vont continuer à fonctionner? Est-ce qu'il y a des travaux à réaliser? Je mets peut-être la charrue avant les bœufs, mais voilà mes questions. Merci beaucoup. Non, merci pour ces questions tout à fait pertinentes. Sachant que la SPL, elle s'appelle justement SPL Presqu'île, Restauration Presqu'île, parce qu'elle est peut-être amenée à s'ouvrir, bien sûr, à d'autres communes. On en a discuté hier soir en conseil communautaire, pour permettre qu'elle grossisse et qu'on puisse profiter de certaines prestations, pas de toutes, mais par exemple des livraisons de repas à domicile pour une commune, etc. etc. Donc, ça a vocation à grossir. C'est pour ça que dans la répartition du capital, vous avez des actions qui peuvent à un moment ou à un autre passer pour une autre commune parce qu'elle veut participer ou s'immiscer. Annabelle, je vais laisser répondre, puis ensuite Bertrand. Alors moi, je vais juste répondre sur la remarque concernant l'âge, effectivement, que j'avais également soulevé. Donc, il y a une modification qui est en cours, et donc nous avons élargi à 75 ans au moment de la nomination pour se caler sur notamment ce qui se fait au niveau d'Atlantia. Voilà. C'est comme ça. Oui, ça posait peut-être quelques problèmes pour certains. Bertrand Plouvier. Monsieur le maire, oui, j'avais prévu d'intervenir, j'interviendrai après la délibération, mais je vais répondre aux deux questions. Sur les deux questions, oui, sur le personnel Elior, bien évidemment, nous reprendrons le personnel, puisque ça fait partie des engagements. Maintenant, pour parler clairement, c'est la société Elior qui nous dira qui on reprend. Voilà. Donc, mais nous, toute personne qu'on doit reprendre, on le reprendra dans le cadre de la SPL. Sur le deuxième sujet, sur la cuisine centrale de Bois-Robin, la cuisine centrale aujourd'hui, elle est opérationnelle. Donc on continuera à préparer les repas dans un premier temps à Bois-Robin. Il y aura peut-être des travaux qui seront nécessaires, notamment une légumerie, puisque comme on veut travailler à partir de circuits courts et de produits locaux, pour la préparation des légumes, ça nécessite un local à part que nous n'avons pas aujourd'hui. Madame Boyer. Je voulais rejoindre un petit peu ce que Marina a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je m'interrogeais aussi sur le fait qu'on approuve des statuts c'était un projet qui était en cours. Bon, effectivement, il y a des choses à revoir. Mais bon, pour le reste, évidemment, c'est un très, très beau projet. Mais qui demande énormément de travail. Je pense qu'il faut que la population bauloise se disent qu'effectivement, c'est une attente, je pense, de beaucoup de personnes, en particulier des parents d'élèves, mais aussi de tous les usagers de la restauration municipale actuellement, mais que c'est un énorme chantier et que, franchement, je félicite tous ceux et toutes celles qui se sont mis à travailler là-dessus. Et franchement, c'est un enjeu très, très fort et voilà. Donc, un défi à relever, mais je pense qu'on le relèvera. Voilà. Un de plus. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Jean-Philippe Dupuis. Oui, bonsoir à tous, chers collègues. Je voulais juste souligner qu'une SPL, bien que les actionnaires soient des membres de communautés ou de PCI, c'est une société régie par les règles des sociétés normales. C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à toutes les restrictions dues, mais on a l'obligation de se conformer au statut des sociétés, ce qui implique qu'on se retrouve avec les problèmes de conflit d'intérêts sur tout ce qui est SPL. Donc on a les mêmes obligations qu'une société de droit privé. Merci. Notamment sur le personnel. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je vois un micro ouvert là, mais je ne pense pas. Non, il n'y a pas d'autres. Bon, écoutez, je propose de mettre en voix. Alors, donc, ne participent pas au vote Bertrand Plouvier, Karine Chalier, Jean-Philippe Dupuis, Nathalie Hazard, Xavier Lequéré, Caroline Leroux et Anne Boyer. Voilà. Et donc, maintenant, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Délibération numéro 2, nouvelle dénomination pour le Palais des Congrès Atlantia, Palais des Congrès et des Festivals Jacques Chirac. Je vais bien évidemment rapporter cette délibération. Il y a pratiquement 2 ans, jour pour jour, le 26 septembre 2019, Jacques Chirac nous quittait.
Cet homme d'État, à la stature internationale, aura marqué notre histoire politique pendant plus de 50 ans, à tel point qu'après ses adieux à la vie publique, il était devenu, dans les études d'opinion, la personnalité préférée des Français. Jacques Chirac et sa famille aimaient beaucoup La Baule. Ils avaient eu l'occasion d'y séjourner à maintes reprises, en villégiature. Surtout, ses responsabilités politiques l'ont conduit plusieurs fois aussi. En particulier, alors qu'il était Premier ministre, il était venu dans notre ville inaugurer l'actuel palais des Congrès, Atlantia. C'était le 7 mai 1987, évidemment en présence du gaulliste Olivier Guichard, alors député-maire de La Baule. Dès l'année suivante, Jacques Chirac était revenu à Atlantia à l'occasion des universités d'été du RPR, Rassemblement pour la République. C'était assez émouvant pour moi, parce que ça a été aussi, je le dis personnellement, le début de mon engagement politique. Alors, ce palais des Congrès est un site d'exception au sein de notre territoire. C'est un équipement d'animation culturelle et aussi un lieu de dimension nationale et aussi avec une ambition internationale. Cette ambition, Atlantia l'a déjà assumée dans son histoire. Souvenez-vous, en juin 1990, lors du sommet franco-africain auquel j'ai eu la chance de participer, c'est à cette occasion que le président François Mitterrand a prononcé son fameux discours de La Baule, dans lequel il invitait les pays africains à se lancer dans un processus de démocratisation en échange de l'aide des Occidentaux, sujet qui pourrait être toujours d'actualité. C'est pourquoi, pour relancer la dynamique du tourisme d'affaires portée par la SPL Atlantia et son président Nicolas Père, et lui redonner vraiment une dimension internationale par un nom dont la notoriété dépasse les frontières hexagonales. Et il nous est apparu opportun d'honorer ainsi et aussi la mémoire de Jacques Chirac en apportant un nouveau rayonnement par la désignation du site, à savoir Palais des Congrès et des Festivals Jacques Chirac Atlantia. Nous avons eu l'accord de sa fille, que j'ai eu plusieurs fois, qui s'est montrée très touchée par cet hommage. Elle tient à être présente, bien évidemment, lors d'une cérémonie dont la date sera fixée cet hiver en fonction de ses disponibilités. Et je tiens à vous dire qu'elle a aussi passé le message à sa mère. Et je peux vous confirmer qu'ils ont vraiment été très touchés par ce geste qui, je pense, leur rappelait aussi bien des souvenirs privés que des souvenirs publics. Parce qu'ils ont vécu aussi des moments très privés ici à La Baule. Donc je vous propose d'approuver ce changement de dénomination qui devra ensuite être validé par le conseil d'administration d'Atlantia. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur ce sujet? Madame Boyer. Merci de me donner la parole sur ce sujet. Je ne trouve pas que ce soit une très très bonne idée. Et beaucoup de Bauloises et de Baulois auxquels j'ai soumis ce projet trouvaient aussi que c'était un petit peu, un peu bizarre. D'abord parce que Palais des Festivals et des Congrès Jacques Chirac Atlantia, tout le monde trouve que franchement c'est lourd et que ça ne sonne rien que pour ça. Bon, après on va me dire que c'est peut-être des raisons politiques, qui n'est pas du tout le cas. Évidemment, Jacques Chirac n'était pas de mon bord politique, mais par exemple, je lui suis extrêmement redevable de sa position lors de la guerre d'Irak. Et franchement, je pense que c'est une personnalité qui mérite d'être honorée à plus d'un titre. Mais pourquoi lui donner ce nom, Palais des Festivals et des Congrès Jacques Chirac Atlantia, franchement, on se disait que ça aurait peut-être été une meilleure idée, et peut-être un plus bel hommage encore, parce que c'était peut-être encore plus pérenne, de peut-être donner le nom de ce qui est devant Atlantia, Esplanade Jacques Chirac, ou sur le côté, un petit square Jacques Chirac, parce qu'en plus, ça veut dire que dans l'adresse, on pouvait mentionner Esplanade Jacques Chirac. Je ne suis pas sûr que ça ajoute quelque chose sur le plan international d'associer le nom de Jacques Chirac à Palais des Festivals et des Congrès Atlantia, qui a déjà sa renommée en soi. Je pense que le Palais des Congrès Atlantia, festival, c'est une assez bonne idée, je pense, parce que ça élargit un petit peu le panorama. Mais bon, voilà. Je retransmets ici le nom de beaucoup de Bauloises et de Baulois. Bien sûr. Voilà. Bon, honnêtement, on y a bien réfléchi. D'abord, Palais des Congrès et des Festivals, il y en a un autre qui s'appelle un peu du même style, c'est celui de Cannes, qui s'appelle Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Ça, c'est la première chose, et qui a une notoriété bien au-delà de notre Palais des Festivals. Deuxième chose, ce qui nous a semblé important, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte du tourisme d'affaires, qui est sans doute un des secteurs qui va être le plus touché par la crise dans ce phénomène de halo après une crise de ce type, il nous était vraiment
important de pouvoir embarquer dans la politique que l'on développera tout à l'heure pour cet outil indispensable pour le rayonnement de notre territoire, à la fois, je dirais, une ambition nationale et internationale. Et c'est vrai qu'Atlantia, au niveau international, n'a pas une notoriété très forte. Jacques Chirac a une notoriété un petit peu plus forte que Atlantia. Et que faire le chemin à mi-parcours, c'est-à-dire en faire une adresse, d'abord l'adresse officielle de ce bâtiment est avenue du Maréchal de Latte de Tassigny, mais c'est assez compliqué de rajouter deux adresses. Et je pense que justement, ce qui compte, c'est la dénomination du palais, c'est pas son adresse, même si il y a des adresses très connues dans le monde. Mais dans la stratégie qu'on veut mener sur ce palais des festivals et des congrès, ou des congrès et des festivals, il y a vraiment un souhait de vouloir aussi lui donner une notoriété au-delà de la frontière, je dirais, territoriale, qui est celle du département ou même de la région. Et donc, c'était vraiment le souhait de faire une dénomination, parce que ce qui compte, c'est la dénomination du lieu et pas uniquement l'adresse. Généralement, on dit c'est le palais Jacques Chirac, ça se finira peut-être comme ça dans la conversation, ou le centre des congrès Jacques Chirac, mais en général, on cite pas l'adresse à côté, même si déjà... je ne vois pas effacer le Maréchal de Latte de Tassigny dans la matière. Mais donc, voilà, donc c'était vraiment un choix, je dirais qu'un choix, pas du tout, bien évidemment, politique, comme vous l'avez dit à juste titre, mais un choix de stratégie et de rayonnement qui, pour nous, est important. Et donc, voilà un petit peu l'état d'esprit de départ qui sera complété, parce que ça, c'est, bien sûr, je dirais, de la forme, par une stratégie qui est développée et dont on parlera tout à l'heure, parce que il va y avoir, et on en a parlé aussi en conseil communautaire, des modifications en matière de capital pour la SPL Atlantia. Oui, monsieur Gontier. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, moi je pense que c'est une très bonne idée, qu'il ne faut pas du tout y voir un marqueur politique, qui a vraiment cette dimension emblématique, qui contribue, comme vous l'avez dit, au rayonnement non seulement local, mais national, mais aussi international de notre palais des congrès. Et puis, peut-être rappeler aussi que Jacques Chirac était venu l'inaugurer lui-même, en personne. Vous l'avez dit, ça m'a peut-être échappé, mais il était venu lui-même l'inaugurer. Donc, c'est quelque chose qui a du sens. C'est quelque chose qui a du sens, surtout pour une personnalité qui, à titre privé, comme vous l'avez rappelé, fréquentait la Baule et qui transcende, en fait, les clivages politiques. Donc, nous, on est vraiment favorables. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de position, observations? Non, bah écoutez, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Délibération adoptée. Délibération numéro 3, avenant à la convention de délégation de services publics, augmentation du capital social de la SPL Atlantia, approbation de la modification statutaire. Donc là aussi, je donne la parole à Delphine Fillou, parce qu'elle n'est pas concernée directement dans la modification. Voilà, ce sujet m'intéresse pourtant. Voilà, mais par contre, bien évidemment, j'attends éventuellement des remarques de son président, Nicolas Appert, si c'est possible. Merci. Voilà, donc merci monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc on continue sur le même sujet. En effet, c'est pour valider cette ambition, donner à ce centre, ce palais des congrès. Donc la société publique locale SPL Atlantia a été créée en 2013 par la ville de La Baule-Escoublac et la communauté d'agglomération Cap Atlantique avec un capital social de 140 000 €. Cette société donc a pour objet principal le développement économique en vue de promouvoir les politiques culturelles, de loisirs et de tourisme, y compris tourisme d'affaires de ses collectivités actionnaires. Dans le cadre de son contrat de délégation de services publics avec la ville de La Baule-Escoublac, la SPL Atlantia assure la gestion et l'exploitation du palais des congrès. Sur ces deux activités principales que sont l'accueil et l'organisation de congrès et d'événements professionnels et de manifestations culturelles destinées au grand public. Au vu du rayonnement du palais des congrès et de manière à renforcer l'offre proposée, la réalisation d'un nouvel espace de réunion de 300 mètres carrés au sein de la galerie du Passage du Royal est envisagée. Je tiens à dire aussi que c'est une ambition d'avoir une structure face mer pour le palais des congrès. Donc cet espace sera destiné à l'accueil de conférences, de conventions, de séminaires ou encore tout événement professionnel ou grand public.
C'est vrai qu'on objecte souvent qu'on manque de petites salles, de plus petites dimensions pour des événements grand public. Et bien, ça sera le cas avec cet espace-là. Ainsi, il est nécessaire d'envisager la conclusion d'un avenant à la convention de délégation de services publics pour permettre à la SPL Atlantia d'assurer la gestion des travaux d'aménagement projetés ainsi que la gestion de ces nouveaux espaces. L'avenant proposé donc ce soir s'appliquera sans préjudice des autres dispositions contractuelles en vigueur entre les deux parties dans le cadre de la délégation de services publics. Cette opération nécessite l'augmentation du capital social de la SPL. C'est pourquoi, par la délibération en date du 16 juillet dernier, le conseil d'administration de la SPL a approuvé dans son principe le projet d'une augmentation de capital social en numéraire. Cette augmentation de capital doit permettre de renforcer les capitaux propres de la société avec donc pour objectif de soutenir la stratégie de développement et de contribuer aux investissements de la société. Ainsi, il est projeté d'engager une augmentation de capital en numéraire par un montant de 300 000 € par émission de 300 actions nouvelles, ce qui porterait le montant du capital de la société, donc de 140 000 à 440 000. Ces 300 actions nouvelles seront émises à leur valeur nominale compte tenu du maintien du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires actuels. Sous réserve des délibérations des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires, ces 300 actions seront souscrites comme suit, donc 229 actions pour la ville de la Baule-Escoublac et 71 actions pour la communauté d'agglomération de Cap-Atlantique. À l'issue de cette procédure, il sera proposé une actualisation, bien évidemment, des statuts. Alors, pour information, la SPL Atlantia va proposer un calendrier pour permettre la modification statutaire. Donc, fin septembre, début octobre 2021, il y aura un conseil d'administration, une assemblée générale extraordinaire fin octobre, début novembre, souscription et libération des actions en novembre, début décembre, donc pour une constatation de l'augmentation du capital en décembre de cette année. Donc je vous propose d'approuver l'avenant que nous proposons ce soir, ainsi que d'autoriser cette augmentation de capital, d'approuver enfin le projet de modification statutaire et précise que les crédits seront inscrits lors d'une prochaine décision modificative. Je vous remercie. Merci Delphine Fillou. Et tout ça s'inscrit dans la stratégie aussi de mettre le parc des Dryades dans une stratégie à la fois culturelle et commerciale pour avoir une structure couverte qui puisse accueillir à la fois, bien sûr, des événements culturels, mais aussi, pourquoi pas, des événements privés qui permettraient, bien évidemment, la rentabilisation de l'ensemble de ces structures, parce que je vous rappelle quand même que dans un palais des congrès, il y a un équilibre aussi, pour ceux qui sont au conseil d'administration, à apporter entre ce qui coûte parfois au niveau culturel et ce qui peut rapporter au niveau événementiel, et notamment événementiel privé. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Monsieur Domo. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Je voulais revenir un petit peu en tant qu'habitant du passage du Royal, à savoir éventuellement les travaux, quand est-ce qu'ils pourront être envisagés, éventuellement, pour qu'il y ait un dynamisme qui revienne, puisque là, nous sommes particulièrement dans la tristesse dans ce passage. Donc, je sais que c'est pas à cause... il y a ce problème qui date depuis 8 ans et que nous vivons, et que c'est très, très dur pour ceux qui sont dans cette galerie et on nous promet toujours que ça va se remplir. Donc, je pense que grâce à ce projet par rapport à Atlantia, on va retrouver un dynamisme et que les commerçants vont pouvoir revenir. Ce qu'on nous promet toujours quand je le demande. Donc voilà. Bon, vous savez qu'on est arrivé aux responsabilités il y a maintenant 14 mois, ça faisait partie de nos engagements. Merci, monsieur. C'est un sujet de préoccupation qui était important. Des travaux ont commencé déjà au premier étage pour la clinique des Champs-Élysées, qui est le projet du groupe Barrière. Ils nous ont informé que les travaux commençaient bientôt. Puis après, je vais peut-être laisser la parole à Nicolas Père. Oui, merci monsieur le maire. Ou alors j'interviendrai peut-être après. Je dis merci. Je propose peut-être d'intervenir après la délibération simplement. Ou bon, enfin sur le point. Vous m'entendez, non? Oui. Ouais. Sur le point des travaux, particulièrement, donc effectivement, le projet est en cours. On a déjà, grâce au concours et à l'assistance des services techniques de la ville et au service
de Daniel Rival, nous avons déjà sélectionné un cabinet d'architectes pour engager les demandes de travaux auprès de l'urbanisme. Et nous travaillons de concert avec le groupe Barrière pour le respect de l'ensemble des normes de sécurité, puisqu'on est dans un contexte de galerie qui est une galerie publique et qui a donc beaucoup de contraintes en termes de sécurité. L'objectif qu'on poursuit est toujours le même, à savoir être en capacité d'ouvrir ce lieu juste avant l'été de l'année prochaine. Voilà, bien entendu, on a eu un peu plus de difficultés à faire avancer le sujet du fait de la situation sanitaire qu'on a vécue ces derniers mois et qui nous ont compliqué la tâche, mais néanmoins, on est toujours dans l'objectif d'essayer d'atteindre cette date. Merci beaucoup, Madame Boyer. C'était une toute petite question technique. Je voulais savoir si cet avenant et ce projet devaient être approuvés en conseil communautaire ou pas, puisque la SPL est à... Et si ça avait été fait, du coup. Ça a été approuvé hier soir. Voilà. Ça a été approuvé hier soir à l'unanimité. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, Madame Marchais. Merci, Monsieur le maire. Non, simplement pour revenir sur ce projet qui, moi j'en suis sûre, va dynamiser le quartier et amplifier la vie diurne, parce que nocturne, ça marche pas trop mal. Donc non, je pense qu'au contraire, pour Atlantia, c'est un bel outil. Et juste une petite question un peu technique, parce que je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre. Est-ce qu'il s'agit bien d'un type, quel type de bail commercial 369? Et puis, s'il est possible de nous donner une estimation du montant du loyer. Merci. Alors là, je vais laisser la main à Nicolas Père. Oui, merci. Donc effectivement, c'est un bail commercial, puisque c'est un bail qui est contracté directement avec le groupe Barrière, qui est propriétaire du lieu. C'est un bail donc sur une durée 369, et le montant qui n'a pas encore été signé, puisque pour pouvoir le signer juridiquement, eh bien, nous avons besoin d'avoir le vote de cette délibération qui nous en donne derrière la capacité, mais l'objectif et l'état de la négociation avec le groupe nous amène à un montant qui est extrêmement raisonnable au niveau du loyer sur un engagement de 9 ans. On aura l'occasion d'abord de vous donner les éléments en temps et en heure et au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Madame Rival. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais quand même féliciter forcément tout le personnel d'Atlantia, y compris le président ainsi que tous les agents de la collectivité, que ce soit les finances, parce que comme disait Nicolas Père, le président, c'est 3 dossiers qui sont gérés en même temps et vous avancez bien. Bon, il y a eu la Covid. On sait que les travaux, de toute façon, il y aura, dans l'instruction, il y aura 5 mois, puisque c'est des personnes qui vont accueillir du public, donc vous savez, au niveau des dossiers, ça passe par plusieurs services, mais je voudrais quand même féliciter aussi l'impulsion de monsieur le maire, puisque c'est vrai que c'est 3 gros dossiers, que ce soit le bail, que ce soit les travaux, que ce soit l'augmentation du capital, c'était vraiment des dossiers lourds à porter et ça a été fait quand même en quelques mois, donc bravo, merci. Alors pour finir sur ce sujet, s'il n'y a pas d'autres questions, j'appelle le projet Atlantia Vue Mer, bien évidemment. Vue Mer, c'est déjà bien. Comme Atlantia n'était pas Vue Mer, maintenant, Atlantia, il y aura Atlantia Vue Mer. Alors, je vais mettre au vote, mais alors, par contre, ne peuvent pas participer au vote. Alors, c'est parti pour un tour. Donc, Jean-Philippe Dupuis, Nicolas Appert, Laurence Briand, Daniel Rival, Bruno Denis, Jean-Yves Lehédé et Anne Boyer. Donc, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Alors, délibération numéro 4. Ah, c'est moi qui rapporte ça. Oui, d'accord. Donc ça, c'est l'adhésion à l'Association nationale des élus du littoral. Comme vous savez, on a bien sûr le projet de réhabilitation de la promenade de mer. Et de ce fait-là, il se trouve qu'avec le poids, je dirais, du littoral sur notre commune, il était important pour nous de participer à une association auquel on ne participait pas, qui s'appelle l'Association nationale des élus du littoral, qui a été fondée en 1978, qui est une association très reconnue dans le monde des élus.
C'est une communauté maritime, en fin de compte, qui vise à permettre les échanges d'expériences entre les élus, les professionnels de la mer, les partenaires publics, autour des enjeux spécifiques de la valorisation et de la protection des territoires littoraux. Donc on est vraiment totalement concerné par cet enjeu. Il y a des communes proches de nous qui y participent. Je crois même qu'on fait partie des rares communes à ne pas y être. L'ANEL est ainsi devenu vraiment un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour toutes les questions relatives à la mer et au littoral. Entre autres, elle a joué un rôle fondamental à l'élaboration de la loi littorale en 1986, ou dans la démarche qualité des eaux de baignade en 2007. L'ANEL a aussi été la première à lancer un appel à projet port de plaisance exemplaire lors du Grenelle de la mer en 2009. C'est encore elle qui assure le relais auprès des collectivités locales de la charte sans déchets plastiques, mis en place en 2019 et que notre commune a ratifié en juillet 2020. Donc la volonté de l'ANEL est claire, agir pour un avenir durable du littoral. Donc curieusement, oui, notre commune n'était pas encore adhérente de cette association. Et donc, je pense qu'il était important de pouvoir y remédier en la matière. Il est opportun d'adhérer à l'ANEL. Alors le montant de l'adhésion, il est calculé très clairement par rapport au nombre d'habitants de la collectivité, soit une base de 0,20 centimes d'euros par habitant, soit un montant de 3 226,40 €, somme bien sûr dérisoire au regard des informations et des échanges que nous pouvons obtenir grâce à cette association. Il vous est donc proposé d'approuver l'adhésion à cette structure et de me désigner pour y représenter la ville de La Baule. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations en la matière sur l'ANEL, qui doit être présidé aujourd'hui par un sénateur? Écoutez, je vais mettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Alors, délibération numéro 5, et là, qui est le protocole transactionnel INEO, qui est le marché des travaux de gestion énergétique, exploitation, maintenance, reconstruction partielle des installations d'éclairage et de signalisation lumineuse tricolore de la ville. Monsieur Dupuis. Merci, monsieur le maire. Alors, un marché relatif à la gestion énergétique, à l'exploitation, maintenance et à la construction et reconstruction partielle des installations d'éclairage et de signalisation lumineuse tricolore de la ville de La Baule a été conclu en mai 2016 entre la commune et le groupement d'entreprises qui étaient INEO Réseau Ouest, Lucitea Atlantique et Vinci Énergie France Loire-Océan. À la suite de ce marché, il a été constaté à la fois des retards dans l'exécution des travaux, une hétérogénéité des travaux d'éclairement et un fonctionnement dégradé du système de télégestion des points lumineux. Dans le cadre d'un protocole transactionnel, le groupement s'engage à verser à la ville une indemnisation d'un montant de 300 000 € pour régler les préjudices constatés. Nous vous proposons de signer ce protocole. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Dupuis. Alors, je ne sais pas s'il y a des observations particulières. Madame Boyer. Oui. Donc, j'ai fait, dans l'ancien municipe, j'ai participé à la gestion de ce lourd contentieux. Et c'est vrai que notre municipalité a quand même eu beaucoup de préjudices, dont on ne rentrera pas dans le détail. Et c'est vrai que l'indemnisation que reçoit, je pense, n'est pas à la hauteur des préjudices dont a souffert la ville. Ceci étant, je pense que les deux parties, nous n'avions pas envie de nous lancer dans des procédures juridiques sans fin dans lesquelles on ne se connaît jamais la fin. Donc c'est pour ça que je pense qu'on doit accepter ce protocole transactionnel, même si c'est quand même un peu au détriment des intérêts de la ville. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Merci, si Madame je peux Boyer. répondre à Madame oui, Boyer, Jean-Philippe Dupuis. C'est vrai que, alors, toute cette partie-là a été étudiée en commission des finances. Donc, on est rentré beaucoup plus dans le détail. Et en réalité, effectivement, l'indemnisation qui était demandée était beaucoup plus importante. Mais les partenaires nous ont fait aussi savoir que le système de gestion qui était demandé à l'origine était un système de gestion par armoire, donc par bloc lumineux. Et l'ancienne municipalité avait demandé que le système soit
pour chaque point lumineux, c'est-à-dire la gestion devait être faite lampadaire par lampadaire. Et actuellement, effectivement, on ne peut pas garantir 100% des résultats, mais on sait que 95% des points lumineux fonctionnent et les 5% éventuels qui ne sont pas signalés par le système ne prouvent pas que ce sont 5% de points qui sont éteints. Voilà. Alors, à la vue de tout ça, et effectivement, comme il fallait clore le préjudice, on vous propose finalement une transaction sur la base de 300 000 €. Il y a 2 sociétés qui vont participer. La société Inéo Atlantique, qui s'appelait avant Inéo Réseau Ouest, pour la moitié, 150 000 €. Et la société Lucitea Atlantique, pour 150 000 €. À partir du moment où le protocole est signé, ils se sont engagés à régler ces sommes dans les 10 jours. Donc, recette malgré tout supplémentaire. Merci. Ils ont de la trésorerie. Monsieur Gontier. Juste une petite remarque pour aller dans le sens de Monsieur Dupuis. Effectivement, il vaut mieux un mauvais compromis qu'un bon procès, comme on dit. Et moi, je trouve que, très sincèrement, la réparation du préjudice de la ville de La Baule, il est très correct. Juste une petite question, est-ce que vous avez quand même verrouillé avec les parties que ce sont leurs assurances qui vont payer, et est-ce que les assurances risquent de contester ce montant? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Monsieur Dupuis. Oui, merci. On s'est mis directement d'accord avec les entreprises. Après, le problème d'indemnisation éventuelle de ces entreprises par rapport à leur assurance ne nous concerne pas. Ils se sont engagés à payer directement eux-mêmes le préjudice. Merci, monsieur Dupuis. Je vous en prie. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Donc, s'il n'y en a pas d'autres, je vais mettre aux voix. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération numéro 6, le marché de nettoyage des halles du marché de La Baule, Escoublac et de ses abords. Je laisse la parole à monsieur Dupuis. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est la suite des différents marchés qui ont été étudiés en commission des finances. Alors là, il s'agit du marché de nettoyage des halles du marché de La Baule, Escoublac et de ses abords. Une consultation concernant le nettoyage a été initiée le 8 juillet 2021. Il vous est proposé de signer 7 accords cadres à bon de commande avec l'entreprise indiquée dans la délibération, qui est la société MSNI, pour un montant minimum de 50 000 € hors taxes par an et un montant maximum de 200 000 € hors taxes. Étant entendu que dans le budget annexé du marché pour l'année 2020, la même société, puisque on resigne avec la même société après mise en concurrence, s'était élevé à 160 000 € TTC. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Dupuis. Est-ce qu'il y a des observations ou des interrogations sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération numéro 7, c'est l'accord cadre des travaux de signalisation lumineuse tricolore, on y revient, pour la ville de La Baule. Et là, je redonne la parole à monsieur Dupuis. Alors, merci monsieur le maire. Une consultation concernant l'accord cadre de travaux signalisation lumineuse tricolore pour la ville de La Baule et Escoublac sera initiée le 4 octobre 2021. Donc, à ce jour, on ne connaît pas encore le nom de l'entreprise retenue. On vous propose d'autoriser la signature de cet accord cadre à bon de commande avec l'entreprise qui sera désignée attributaire sur proposition de la commission d'attribution des marchés publics pour un montant maximum de 250 000 € hors taxes, et ceci pour une période initiale d'1 an, reconductible 3 fois par an, pour 1 an. Donc en tout, un marché de 4 ans. Merci, monsieur Dupuis. Ça permettra peut-être de mettre enfin des feux tricolores définitifs, à la fois
à l'angle de l'avenue Guichard et de la de Tassigny, avenue de la de Tassigny. Je pense que là, on était en essai, en expérimentation. J'ai le sentiment que la population est plutôt favorable à l'installation définitive de ces feux. Ça permettra enfin d'en installer à cet endroit. Est-ce qu'il y a des observations particulières ou des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Délibération numéro 7, c'est l'accord cadre de travaux... non, excusez-moi. Délibération numéro 8, c'est la limitation de l'exonération de 2 ans en faveur de certains immeubles à usage d'habitation qui abroge et remplace la décision du 20 août 2021. Je laisse la parole à Monsieur Dupuis. Merci, Monsieur le maire. Alors là, donc, par délibération en date du 20 août 2021, la ville de La Baule-Escoublac a décidé de maintenir une exonération de 2 ans pour les immeubles financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L301.1 et L301.6 du Code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. Toutefois, après analyse de la situation, il y a lieu de préciser le dispositif abrogeant et remplaçant la délibération susvisée. Pour rappel, les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettent au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de taxes foncières sur les propriétés bâties en fonction des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Le conseil municipal, lors de la séance du 12 septembre 2016, avait supprimé cette exonération. À la suite du transfert de la part départementale de la taxe foncière bâtie aux communes à compter de 2021, la suppression d'exonération n'est plus possible. C'est l'article 16 de la loi de finances 2020. Ce transfert sans incidence au niveau du contribuable doit compenser pour les communes la suppression des recettes dues à la suppression de la taxe d'habitation. Par contre, les communes peuvent, en délibérant avant le 1er octobre 2021 et dans les conditions prévues par le Code général des impôts, réduire l'exonération en fonction d'un pourcentage à définir compris entre 40 et 90% de la base imposable. Nous vous proposons donc d'adopter cette nouvelle délibération afin de limiter à compter du 1er janvier 2022 l'exonération de 2 ans de taxes foncières sur les propriétés bâties en fonction des constructions nouvelles. En ce qui concerne cette limitation d'exonération, nous vous la proposons sur la base de 40%. Il est également proposé, bien sûr, que l'exonération de 2 ans pour les immeubles financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L301.1 et L301.6 du Code de la construction et de l'habitation seront maintenus. Je vous propose donc d'abroger la délibération numéro 8 du 20 août 2021 et de valider les dispositions prévues dans le projet de délibération qui vous est soumis. Merci. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des observations, des interrogations sur cette délibération? On a déjà, là aussi, passé la délibération en commission des finances. Mais ça appelle peut-être des points de précision. Puisque finalement, tout ça, c'est dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation par le gouvernement et le transfert de recettes du département vers la commune à travers les taxes foncières pour compenser la perte qu'on va subir, en n'oubliant pas que la suppression de la taxe d'habitation ne concerne que les résidences principales. On n'exonère pas les résidences secondaires et le potentiel fiscal de la Baule est aussi basé sur les résidences secondaires, qui, elles, ne sont pas supprimées. Ouais, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des observations particulières
S'il n'y a pas d'observation particulière, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Délibération numéro 9, c'est modification de la composition des commissions municipales. Et c'est moi qui rapporte cette... Oui. Je suis pour. Bon, écoutez, je suis prêt. Alors, pas de délibération du 31 juillet 2020. Le conseil municipal a décidé de la création de la composition de 10 commissions permanentes. Pour des raisons d'organisation personnelle, Mme Chalier souhaite aujourd'hui changer de commission pour participer à la commission culture et jumelage. Monsieur Dupuis intégrera la commission urbanisme afin que la représentation proportionnelle reste identique. Et accessoirement, c'est aussi un sujet financier, l'urbanisme. C'est pourquoi il est proposé de modifier la composition des commissions urbanisme, habitat, travaux et culture et jumelage. Les noms des membres de ces deux commissions vous sont rappelés dans le projet de délibération et je vous propose donc de valider ces modifications. Vous avez les tableaux, je pense, dans les délibérations. Je ne vais pas reciter l'ensemble des personnes qui constituent à la fois la commission urbanisme, habitat, travaux et la commission culture et jumelage. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Et enfin, la dernière délibération, qui est la délibération numéro 10, qui sont les marchés attribués par voie de procédure adaptée, avenant et reconduction. Et je laisse la parole à Monsieur Dupuis. Merci, Monsieur le maire. Alors là, c'est la synthèse du travail qui est effectué à la fois en CAO, en CAMAPA et en commission des finances. Nous vous informons que des consultations ont été diligentées par voie de procédure adaptée aux fins d'attribuer des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Dans ce cadre, 5 marchés et 7 reconductions ont été signés. Leurs détails figurent sur le projet de la délibération. C'est une note d'information. Donc vous avez devant vous les différents marchés qui ont été signés avec les montants en maxima, en minima et le nom des personnes qui ont été choisies après la mise en concurrence. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas de vote. C'est juste, c'est juste pour information. C'est juste une information. J'étais parti dans mon élan. Eh bien, écoutez, l'ordre du jour donc est maintenant épuisé. Je donne la parole aux questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Madame Lamy. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Madame Garand a déjà partiellement répondu à ma question, mais je voudrais quand même souligner que de nombreux Baulois, âgés en particulier, sont inquiets quant à la facilité d'accéder à la 3e dose de vaccin. Donc, je pense qu'il sera important peut-être de les rassurer. Je vous remercie. Oui, bien sûr, on s'occupera d'eux particulièrement. On a bien cette préoccupation-là. Ça a été la raison pour laquelle on a échangé beaucoup avec l'Agence régionale de santé ainsi que la préfecture et la sous-préfecture pour la décision de fermeture. Et je pense que Annabelle a donné les éléments, mais pas en rajouter. Oui, effectivement. Donc, c'est une volonté nationale de fermer les centres un petit peu partout pour que la vie reprenne un petit peu son cours le plus normal possible. Et les médecins de ville et les pharmaciens et les infirmiers sont structurés. C'est leur rôle premier que de vacciner la population. Il faut savoir que les modalités de conservation des vaccins à ARN ont un petit peu évolué depuis le début, sous 6 mois, donc ce qui permet beaucoup plus de souplesse qu'on n'avait pas du tout non plus au départ, ce qui avait aussi motivé la mise en place de ces centres de vaccination. Donc, je le répète, c'est la médecine de ville qui va prendre le relais. Les médecins se structurent et ils sont très au fait vu que c'est eux qui venaient exercer dans les centres. C'est juste un transfert de lieu. Le centre de Saint-Nazaire est un très gros centre qui peut faire pratiquement, je crois, c'est 2 ou 3 000 vaccinations par jour. Donc, il n'est pas aussi chaleureux, je crois, que celui de la Baule. Mais on ne cherche pas forcément de chaleur, mais plutôt un vaccin. Donc, ils pourront toujours y aller. Concernant les modalités d'accès et la mobilité, si des personnes sont vraiment en difficulté, il ne faut pas qu'elles hésitent à contacter le CCAS de la ville et on verra à trouver des solutions pour les aider. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Appert.
Merci Monsieur le maire, bonjour mes chers collègues. Je voulais en profiter pour saluer un événement qui s'est tenu ces 2 derniers jours dans notre commune, sous l'impulsion aussi de la ville et notamment l'énergie qu'a mis notre collègue Laurence Briand à mettre en place cet événement économique. Donc depuis 2 jours, on a à peu près 500 participants et 150 entreprises qui ensemble représentent à peu près 300 000 salariés qui sont venus réfléchir et travailler ensemble à la manière d'intégrer, de redonner du sens à l'entreprise, de redonner du sens au travail et à la façon dont on pourrait intégrer dans l'avenir au sein des entreprises ces nouvelles générations qui ont des aspirations parfois bien différentes de celles qu'on peut avoir quand on est plutôt à notre âge. Et donc ça a été un événement qui a été couronné de beaucoup de succès. On a eu aussi la présence d'une secrétaire d'État qui en a profité pour annoncer aussi un programme concernant donc l'introduction de l'entrepreneuriat comme valeur importante de l'éducation, dont elle a parlé aujourd'hui. Et voilà, je voulais souligner l'intérêt et vraiment la réussite de cet événement qui s'inscrira probablement dans le temps, puisque en fin de réunion, la société OPA, organisatrice de ce festival Think Forward, a annoncé qu'il serait d'ores et déjà présent l'année prochaine pour éditer cet événement. Et je vous engage, mes chers collègues, à y participer quand ils reviendront, parce qu'on a vraiment eu des intervenants d'envergure nationale et de très très bonne qualité, avec des échanges réellement intéressants tout au long de ces 2 jours. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Appert. Et vraiment, j'ai participé, c'était vraiment une très très belle rencontre. Et enfin, un retour d'événements économiques à la Baule. Ça faisait bien des années qu'il n'y avait plus ces rencontres économiques, avec bien évidemment des start-up maintenant. Et je pense que honnêtement, c'est une première édition qui a été réussie. Je remercie indirectement la région, bien sûr, aussi d'avoir participé à cet événement. En tout cas, c'est annonciateur de beaux rendez-vous, et notamment dans notre palais des congrès et des festivals, Jacques Chirac, quand ce sera validé par le conseil d'administration. Laurence Briand. Oui, alors je pense que vous aurez tous compris qu'on a un week-end TOC Bauloise, donc un événement dont l'objectif est de renforcer l'attractivité de la ville en mettant en valeur l'offre culinaire de nos restaurants. Donc deux volets à cela, un volet animation dans les restaurants partenaires et une animation dans la ville avec Toquetouille, notre superbe mascotte vous allez la rencontrer d'ailleurs si vous venez avec nous après au marché, vous l'avez déjà rencontrée. Et là, je tiens à remercier Aurélie et Francesca qui sont de la vie scolaire et qui se prêtent à cela vraiment avec beaucoup de cœur. Ensuite, on a donc la deuxième manifestation, qui est le concours d'excellence culinaire, donc avec plusieurs volets. Le volet principal, c'est effectivement un concours qui a permis de sélectionner 5 chefs, et donc 5 recettes à partir de la coque, qui était aussi un des produits emblématiques de la Baule. On a eu 1700 votants sur Internet. Et donc, il y a eu une bataille très très forte par rapport au vote des internautes. On a eu aussi 640 personnes bauloises qui se sont positionnées pour pouvoir participer à la masterclass qui aura lieu le matin, la masterclass des adultes. 563 pour être jury, puisqu'il y avait un 3e membre du jury, Éric Mignard, donc chef étoilé, Samuel Albert, lauréat de Top Chef 2019, et le 3e, c'était un des internautes qui participait au vote. Donc voilà, on avait 563 prétendants. Et puis, on a eu aussi le concours dans les écoles du plus beau dessert avec le plus beau dessin. Et là, on a les enfants de toutes les écoles qui ont participé. Donc, demain, place de la Victoire, vous avez vu la tente, vous ne pouvez pas passer à côté. Nous aurons donc, à partir de 10h, la masterclass des petits chefs, à 11h30, la masterclass des adultes qui ont été tirés au sort, et à 15h30, la finale, et vraiment dans des conditions de studio, de cuisine, tout à fait à la hauteur de la célèbre émission dont je ne citerai pas le nom, vous l'aurez compris. Donc vraiment, voilà, grâce à notre partenaire Pomona, qui est partenaire, là je peux le citer, de Top Chef, voilà, nous avons des conditions donc véritablement excellentes. Les chefs qui ont été sélectionnés, donc de Louisa Pampa, Carpe Diem, Blue Bay, Koiki et El Chaco. Ce qui est intéressant
dans cette sélection dans laquelle nous n'avons absolument pas pris part et pour laquelle Éric Mignard et Samuel Albert étaient arrivés à la même sélection, c'est qu'en fait, comme vous le constatez, on met un coup de projecteur sur des restaurants qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus connus, les plus fréquentés de la Baule. Et les chefs donc, qui ont participé à une répétition cet après-midi sont extrêmement fiers de cela et se mettent vraiment une pression forte. Donc je vous invite tous à venir les voir demain à 15h30. Vous êtes aussi invités sur le temps de midi pour venir déguster des coques et de la viande de Brière élevée donc par Caroline Blin en Brière. 80 vaches, voilà, donc on est vraiment sur du produit court, des produits courts et des producteurs locaux, et donc vous pourrez déguster ces produits-là. Et puis bien sûr, je donne rendez-vous à tous les enfants dimanche matin à 11h avec Toquetouille et la fanfare pour faire la parade du marché. Voilà. Et puis là, on a le concours de garçons de café qui se tient au marché, et si vous souhaitez nous rejoindre pour rencontrer Toquetouille, ne vous privez pas. Bon, vous voyez, mais même au conseil municipal, on a des révélations, on a l'identité maintenant de Toquetouille. Et puis, franchement, je suis très heureux pour Éric Mignard, parce que, comme vous savez, il a retrouvé son étoile Michelin, au bout de plusieurs années d'attente, et c'était bien mérité. Est-ce qu'il y a tous un Bertrand Pouvier? Alors, pour rester très rapidement sur les circuits courts, je voulais revenir quelques instants sur la création de la SPL, la restauration presqu'île. Je n'ai pas pu tenir ces propos avant le vote de la délibération, donc je voulais d'abord remercier tous les élus qui se sont investis depuis le début et vous remercier également de votre confiance. Et c'est un projet rassembleur, comme a pu le souligner Anne Boyer précédemment. Lors de la campagne municipale, vous aviez annoncé, monsieur le maire, vouloir reprendre une fois élu, le contrôle de la qualité des repas servis aux petits Baulois, à nos seniors, bénéficiaires notamment de portage de repas à domicile, et à nos agents municipaux. Une fois de plus, c'est une promesse de campagne qui se transformera en engagement tenu. Et ce soir, nous avons porté sur les fonds baptismaux la structure qui permettra d'accompagner les projets du territoire de Cap-Atlantique, comme vous avez pu le signaler, qui s'inscriront dans le cadre du projet alimentaire de territoire. Ce plan alimentaire de territoire, il a été labellisé, il a été porté par le Parc naturel régional de Brière. Cette labellisation est une belle reconnaissance du territoire Presqu'île, Brière, Estuaire, et elle s'étend à l'échelle des 3 EPCI, Carène, Communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas, et enfin Cap-Atlantique. Un plan alimentaire qui repose sur 5 axes. Et Laurence Briand en a parlé, puisqu'en fait, on parle de soutien aux filières, on parle de communiquer sur l'identité alimentaire locale, sensibiliser, éduquer, former. Quand on a des événements comme ça, avec les toques bauloises, où on met en avant la viande de Brière, la marque Parc, c'est l'occasion justement de communiquer sur l'identité. C'est permettre l'accessibilité sociale aussi à une alimentation locale, durable et de qualité, parce que la restauration collective, bien souvent, c'est le seul repas équilibré pour certaines familles, pour certains enfants dans la semaine. Soutenir et accompagner la structuration de filières alimentaires de proximité et la production de la consommation, ça veut dire de la fourche à la fourchette. Enfin, c'est conforter les productions agricoles du territoire afin de développer l'approvisionnement local de qualité. Vous l'avez compris, nous sommes tous engagés aujourd'hui dans une démarche qui conjugue à la fois des enjeux de santé, de protection de l'environnement et de soutien économique aux producteurs locaux. Dans le cadre de cette démarche, la volonté de la ville de La Baule s'inscrit à vouloir servir des repas préparés à base de produits locaux issus d'une agriculture respectueuse de notre environnement. Et ce soir, avec la création de la SPL Restauration Presqu'île, c'est une nouvelle étape de franchie. Alors merci à tous de votre engagement pour le manger mieux, manger bon et manger local. Merci, c'est quasiment une page de publicité. Merci, monsieur Pouvier. Madame Preux. Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. J'ai une annonce d'un événement à venir à vous faire, voilà, afin de sensibiliser et informer le grand public aux questions liées au handicap. Le 9 octobre a été décrétée Journée mondiale du handicap. Impliquée et engagée pour cette cause, la ville de La Baule-Escoublac organise sa première édition Journée inclusive handicap, ce même samedi 9 octobre au complexe sportif Alain Burban à Escoublac, de 10h à 17h30. Ce sera une journée conviviale et de découverte centrée sur le sport, la culture et l'insertion professionnelle. Elle a pour ambition d'informer et de sensibiliser Baulois et Bauloises, petits et grands, à la différence et de démontrer que le handicap n'est pas une fatalité. Cet événement sera aussi un lieu d'information pour les personnes en situation de handicap.
Les associations et services publics locaux présenteront les aménagements, les activités et les services destinés aux personnes en situation de handicap. 2 parrains soutiendront cette journée. Philippe Révillon, champion de natation, à son palmarès plusieurs médailles d'argent et de bronze en nage libre lors des Jeux paralympiques de Sydney en 2000 et d'Athènes en 2004. Ronan Pallier, champion d'athlétisme en saut en longueur, à son palmarès plusieurs titres et accès français et européens, dont récemment une médaille d'or au championnat d'Europe 2021 et une médaille de bronze cet été au saut en longueur aux Jeux paralympiques de Tokyo. Le programme est riche et éclectique avec, sans entrer dans le détail, 6 ateliers sportifs, dont un parcours de motricité, du tir à la cible avec une carabine laser, un parcours malvoyant, de la boccia, qui s'apparente à de la pétanque, du handi-basket et du handbike. 4 ateliers culturels avec une représentation théâtrale sur les difficultés et les questionnements auxquels peuvent être confrontées les personnes en situation de handicap en recherche d'emploi, une bourse aux livres, la présentation de la bibliothèque sonore et une exposition organisée par l'IME Jeunesse et Avenir, un forum des associations, une présentation du robotisme, un programme de solidarité qui propose aux personnes présentant un handicap cognitif un étonnant et efficace accompagnement thérapeutique par un robot. Une table ronde sur l'intégration en entreprise avec, entre autres, la présence d'Andros, d'EDF, d'Airbus, du groupe Barrière et du pâtissier chocolatier baulois Christophe Roussel. Enfin presque, l'exposition d'un prototype de voiture inclusive, la CVO H01, conçue par CVO Design de Christian Van Host. Nous aurons également, dans le cadre de l'année du cheval, la remise d'un équilève par l'association du Lions Club Paris-Vent d'Ouest au centre équestre baulois afin que des personnes en situation de handicap moteur puissent avoir l'opportunité de monter à cheval. Cette journée sera organisée grâce au dévouement des agents municipaux et de nombreux bénévoles, dont ceux de la SCE, qui assureront une restauration sur place. Nous comptons aussi sur la présence des jeunes du CMJ. Vous trouverez le programme détaillé et tous les détails pratiques sur le site de la ville ainsi que dans le bulletin municipal trimestriel qui vient de sortir et qui est actuellement en cours de diffusion. Une dernière précision, le pass sanitaire sera donc obligatoire. Merci Sophie pour ce programme très riche et pour cet engagement particulier. Madame English. Oui, merci Monsieur le maire. Alors on va quitter le terrain des manifestations culturelles et sportives. Je voulais avoir votre avis, Monsieur le maire, sur un projet qui est porté par une municipalité voisine, mais qui, je pense, aura un impact sur notre commune. Plus précisément, notre commune a la particularité de partager sa baie avec 2 autres municipalités. Et les infrastructures desservant la baie et le développement de celle-ci doivent être appréciés dans l'intérêt de la globalité du site. Vous connaissez le projet d'extension et de rénovation du port de Pornichet. Il est prévu d'ailleurs de mettre un terme au contrat de concession de manière anticipée, puisque celui-ci devait aller, je crois, jusqu'en 2026, mais cela n'est vraisemblablement plus d'actualité. Alors, naturellement, notre commune n'est pas concernée par le coût final du projet, les modalités de souscription des droits d'usage, ni même par les modalités de sortie du contrat initial, ni même l'indemnisation des porteurs de droits sur le port. En revanche, ce projet, s'il peut paraître séduisant parce qu'il va permettre la mise en place d'aménagements et d'infrastructures ambitieuses, permettant d'accueillir par exemple de grands bateaux et donc de grands événements nautiques, il me questionne également d'un point de vue social et environnemental, notamment dans la transformation du port d'Échouage. Pourquoi ? Parce que très simplement, ce port permet d'accueillir actuellement des plaisanciers avec un budget beaucoup plus modeste, quid de leur sort. Et deuxièmement, sur le volet environnemental, on peut s'interroger d'une part parce que la création d'un port en eau pleine, ce qui suppose des aménagements lourds, va nécessairement modifier la topographie de la baie et les courants. L'édification du port de Pornichet, il y a déjà plusieurs décennies, avait vraisemblablement modifié la configuration de notre baie et est responsable de son ensablement. Très simplement, je m'interroge, pensez-vous que ce projet puisse constituer un risque écologique et, in fine, financier pour notre commune ? Merci beaucoup. C'est une question, bien évidemment, qui est importante. Bon, comme vous l'avez rappelé, il y a 2 ports ici dans la baie. Il y a le port que l'on a que je préside avec le maire du Pouliguen, qui est en fin de compte un étier à la base, qu'on essaye de
maintenir comme un port, mais à la base c'est un étier, c'est tout le problème du dragage et des enjeux de dragage. Et puis on a le port qui est une appendice artificielle, le port de Pornichet, dont le projet de rénovation qui est très important, parce que c'est un projet à plusieurs dizaines de millions d'euros, qui est un projet de rénovation qui est pour l'instant à l'étude, parce qu'il y a encore des appels d'offres, je crois, de démarrage du projet pour savoir qui pourrait porter un tel projet, et qu'il sera accompagné bien sûr d'enquêtes publiques sur lesquelles on sera très attentif, parce que vous avez raison de rappeler que vraisemblablement, je cite vos noms, vraisemblablement, le port de Pornichet a amené à l'ensablement de la baie et peut-être la création, ce qu'on appelle du banc des chiens. Aujourd'hui, il y a encore discussion là-dessus. Bon, moi, j'ai plutôt un avis qui semblerait être à peu près le même que le vôtre sur ce sujet, mais bon, on n'en a pas eu encore la démonstration scientifique. Mais au-delà de ça, on sera très attentif aux enquêtes publiques. Et j'en ai déjà averti le maire de Pornichet en la matière, en lui demandant que, d'une façon ou d'une autre, les villes concernées, que ce soit le Pouliguen ou que ce soit la Baule, puissent être, d'une façon, je dirais, directe, emportées dans le projet, pour qu'ils puissent en être informés, pour qu'on puisse, nous, être le relais aussi des informations que l'on aura et éventuellement donner notre avis sur ce projet. Donc, comme tous les projets qui sont, je dirais, au large de nos villes, parce que c'est pas sur notre territoire, bien sûr que l'État aura son rôle à jouer et je pense qu'il sera aussi très attentif à l'évolution et aux conséquences environnementales d'un tel projet. Comme vous savez, le problème, je dirais, du banc des chiens est un problème qui aujourd'hui est de la responsabilité de l'État, sur lequel on essaye d'avoir des réponses qui ne sont pas toujours très limpides, à part de ne rien faire et de laisser la nature se déployer. Et donc, bien sûr qu'un projet comme ça, qui est artificiel, qui sera en fin de compte, transformera le port d'Échouage en port à écluse, comme vous avez notamment sur d'autres ports ici sur la côte, aura des conséquences en termes d'organisation du plan d'eau. Et donc, il est évident que la ville de la Baule, comme la ville du Pouliguen, aura son rôle à jouer en la matière. Mais c'est un sujet qui est important dans les années à venir. Madame Garon. Oui. Merci, monsieur le maire. Je voulais juste apporter quelques précisions. Effectivement, c'est un projet qui pourrait et qui aura probablement des répercussions au niveau environnemental. À ce sujet, vous savez peut-être, mais il y a des aires marines protégées qui sont au large de la baie, qui n'incluent pas notre baie, qui vont jusqu'à l'île des Évins. Il y a toujours un paradoxe parce que l'eau étant dans une continuité, on n'arrive pas tellement à saisir comment on arrive à structurer des aires marines sur une carte sans respecter la continuité de la nature. C'est un sujet dont nous nous sommes déjà emparés. Nous avons déjà eu des échanges avec l'OFB et le site Natura 2000 avec les critères d'exigence du site Natura 2000. Il est évident que la plage de la Baule, avec ses activités économiques et touristiques, ne rentre pas dans les critères d'inclusion pour rentrer en Natura 2000. Cependant, nous avons des contacts avec l'OFB et Natura 2000. Nous nous sommes manifestés déjà à propos du banc des chiens. Et effectivement, c'est quelque chose que nous suivons de près à ce niveau-là. Il y a un dernier point. Il y a le département qui a mis en place une charte qui s'appelle Défi maritime et littoral. Nous sommes en train d'étudier la possibilité éventuellement de signer cette charte et de s'appuyer justement sur le département pour que tous ensemble nous analysions les conséquences de ce projet. Merci. Monsieur. Oui, rapidement pour répondre à 2 ou 3 questions. En ce qui concerne ce projet, c'est un projet qui remonte à pratiquement 15 ou 20 ans. J'étais administrateur du port de Pornichet pendant des années et il y avait un projet qui était dans les caves de monsieur le maire de Pornichet qu'on lui a rappelé il y a déjà quelques années quand il était dans sa première municipe et il a retrouvé ce projet et ce projet avait été validé déjà par les services de la mer, par le service du territoire et de la mer. C'était du temps du président René Le Breton. Bon, il n'avait pas vu le jour tout simplement parce que il y avait des coûts qui étaient assez importants et ça se préparait et la deuxième raison c'est parce qu'il y avait encore une concession qui était encore également assez longue dans sa durée. La concession, elle se termine le 31 décembre 2026. Alors, pour être très précis, c'est déjà fait. C'est-à-dire que la ville de Pornichet a déjà notifié la résiliation du contrat de concession. La seule chose, c'est qu'ils l'ont fait avec un délai relativement raisonnable puisque la notification a été faite pour le 31 décembre 2026. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les
actionnaires, et je précise bien les mots, puisque c'est une SA, tous les actionnaires du port de Pornichet, donc, ont reçu leur notification comme quoi ils ne seront plus, à partir du 31 décembre 2026, donc du 1er janvier 2027, en droit, théoriquement, bien sûr, tout ça c'est très théorique, en droit de pouvoir encore disposer de leur emplacement. Voilà. Mais ils n'ont pas de préjudice, puisque de toute façon, outre le fait qu'il y a, je pense ici, dans notre assemblée, il y a que Madame Anne Boyer qui serait peut-être capable d'appréhender la clause concernant l'indemnisation de la société anonyme, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de mathématiciens qui se sont penchés, y compris au sein du conseil d'administration, sans avoir pu parvenir à résoudre cette équation qui est extraordinaire et qui émane de nos services de l'État. Il n'y aura pas de préjudice en tout état de cause pour ce qui concerne tous les actionnaires, puisque de toute manière, ils perdaient leurs droits. Et c'est une erreur de langage. Et je fais partie de la profession qui fait mea culpa avec les notaires, etc., les avocats et éventuellement parfois les huissiers, qui avons improprement dit qu'on était propriétaire de sa place. On n'est jamais propriétaire de sa place, tout simplement parce qu'on est sur le domaine public maritime et qu'on ne peut pas acheter le domaine public maritime. Donc on avait un droit de jouissance qui se terminait le 31 décembre 2026. 1er janvier 2027, on doit théoriquement enlever nos bateaux. Deuxième chose, il y a eu ce qu'on appelle une AMI, c'est-à-dire un appel à manifestation d'intérêt qui a été développé. Là-dessus, vous avez énormément de personnes qui ont répondu. Vous avez deux types de garanties d'usage. La garantie d'usage sur 35 ans, la garantie d'usage sur 15 ans. Elles sont quasiment toutes bouclées, d'après ce que j'ai compris, y compris pour le port d'Échouage, qui aujourd'hui est un port d'Échouage, mais deviendra un port à seuil dans le futur projet. Et le port d'Échouage, d'ailleurs, qui deviendra port à seuil, aura une particularité, c'est que les conditions financières pour en disposer seront plus importantes que celles dans le port actuel, qui est le port en eau profonde. Mais tout simplement parce qu'il y aura beaucoup plus de place. Enfin, je passe un peu sur les détails. Mais tout ça pour dire que le projet, il est fait, et je ne suis pas convaincu, parce que ça, c'était un problème qu'on avait vu il y a à peu près 15 ou 20 ans avec les services de la mer, que le fait de transformer le port d'Échouage en port à seuil va générer autant de problèmes qu'on en a eu jusqu'alors. Pour une raison bien simple, c'est que si vous regardez un peu la configuration des lieux, l'eau arrive par le côté est du port, où il n'y a pas du tout de fermeture, c'est-à-dire il n'y a pas de digue de ce côté-là. Et cette eau, elle passe à travers le port d'Échouage, elle ressort par le port d'Échouage et elle vient ensuite se perdre dans notre baie. Toute la question, c'est de savoir si, en fermant pour faire un port en eau qui ne sera pas en eau profonde, mais en tout cas avec un port à seuil. Normalement, on devrait pouvoir parvenir en bloquant ce qui est du côté de Saint-Nazaire, si vous voulez. On devrait bloquer l'eau et tous ces sédiments qui peuvent arriver là et faire en sorte que ça puisse partir vers le large. Le problème, c'est, je crois que c'est M. Doré qui nous avait montré ça une fois avec des photos prises d'hélicoptères, c'est assez régulièrement fait pour vérifier, c'est que c'est bien, mais nous, on n'est pas en Méditerranée, on a évidemment des marées. Alors quand ça part au large, et on avait vu une fois, ils avaient, excusez-moi l'expression, mais utilisé la marée-salope pour aller faire le travail de délargage, ça s'appelle comme ça, je le précise, c'est dans le dictionnaire, je dis que c'est dans le dictionnaire. Voilà. Oui, mais le drag, c'est pas mieux. Et en fait, on avait constaté qu'ils avaient tout largué effectivement au large de la Manche et tout était revenu avec la marée montante, aussi bien dans la baie de la Baule que dans le reste. Donc voilà, je ne suis pas certain qu'on aura plus d'inconvénients, mais l'avenir le dira. Merci, monsieur Bruno Denis, pour ces détails. Bon, en tout cas, on tâchera de résoudre l'équation du port de Pornichet de façon transparente et la plus limpide possible. Mais c'est vrai que la vigilance sera de mise. Monsieur Mabi. Merci, monsieur le maire. Et bonsoir mes collègues. Je voulais revenir sur un événement qui s'est passé cet été, que m'avait confié Christophe Mathieu, notre ministre des Sports, puisque, le club de football de la Baule a accueilli cet été donc le FC Nantes contre Lorient. Et à ça, je voulais remercier déjà vous, monsieur le maire, pour avoir permis de l'ouverture au public, puisque vous savez que la presqu'île guérandaise, c'est des petits footballeurs amoureux, bien sûr, de ce sport. Et grâce à votre intervention, on a pu avoir du public. Ça, c'est très bien. La deuxième chose, je voulais surtout remercier Marc Fourny. C'est un réel plaisir d'avoir travaillé avec lui et tous ses services, parce que moi je découvrais ça et c'est vraiment le top et j'ai trouvé ça vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vraiment, c'était vraiment un très bon moment. Et puis la deuxième chose, c'est aussi les services de monsieur Bréa, avec la qualité de la pelouse. Faut savoir que ces équipes sportives sont vraiment exigeantes sur la qualité de la pelouse. Et moi, je voulais remercier, bien sûr, les services espace vert et les gars de la mairie pour avoir mis une pelouse digne d'un club de Ligue 1. Et il faut savoir que même aujourd'hui, on n'a pas ces pelouses-là. Voilà. Donc, au nom du FC Nantes, il remercie bien sûr l'accueil
l'accueil de la boule et du club de football. Et ils nous ont fait confiance, l'année prochaine ils reviendront. Peut-être d'autres clubs de Ligue 1, c'est toujours très sympa d'avoir cette attractivité l'été. Voilà. Et puis troisième chose, vous savez qu'il y avait, c'est la petite touche d'humour, comment dire, on a eu un transfert important, vous savez que j'ai le football avec le transfert de Léo Messi à Paris, et je me réjouis de voir mon collègue Jean-Yves Gontier ce soir, comme il y a un petit bout de temps qu'on l'avait pas vu. Je pensais qu'il faisait aussi partie des transferts, mais je suis content de le revoir ici ce soir parmi nous. Voilà. Bonne soirée, merci monsieur le maire. Merci monsieur Mabi. Et il y a les hommes et les femmes des espaces verts, parce qu'il y a les deux. Ah ok. D'accord. Okay, merci. Attention, j'ai bien entendu ça. Oui, Christophe Mathieu. Merci Monsieur le maire. Donc moi je vais revenir un peu sur les moments sportifs qui sont passés et qui vont arriver ce week-end et le week-end prochain. Donc retour sur la 34e édition du triathlon d'Annecy-à-la-Baule de 2021. Après l'annulation de l'édition 2020, l'un des plus grands triathlons de France a fait son retour sur notre territoire. Quelques chiffres. 9 courses qui se sont enchaînées tout au long des 2 jours, rassemblant 5500 participants, dont plus de 250 enfants et une équipe de la CMJ. Plus de 500 bénévoles, plus de 120 personnes dédiées à la sécurité sans accident majeur. Enfin, je vais faire comme Pascal tout à l'heure. Je tiens à remercier tous les services de la ville pour leur participation à la bonne tenue de cet événement, malgré la crise sanitaire du moment. Ensuite, je vais vous parler du Derby Kitefoil qui se passe ce week-end, donc samedi et dimanche, sur la plage de la Baule, en face de la mairie. Donc un village va y être et y est positionné. Le Yacht Club de la Baule associé à New Kite pour cette manifestation qui va proposer des actions pour les passionnés de la glisse sur divers supports, raid, longue distance, freestyle. Une belle animation pour la baie au programme. Et pour finir, le week-end du 2 et 3 octobre, une journée découverte avec le navigateur Sébastien Rogue qui va se tenir sur donc le quai Rageau de la Touche face à la Villa Mortueux de 10h à 18h. Ces 2 jours, vous pourrez visiter le Multi 50 qui navigue sur la baie de la Baule régulièrement. Donc voilà, merci à tous. Merci monsieur le maire. Merci monsieur Mathieu pour ces événements sportifs à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations dans ces questions diverses? Écoutez, je vous propose dans ces cas-là de clore ce conseil municipal, qu'on se retrouve... alors on peut se retrouver ce soir, peut-être pas en train de tenir un plateau et une bouteille, parce que je pense que tout le monde n'est pas apte, mais autour du marché de la Baule, parce qu'il y a une manifestation dans le cadre des TOC. Et puis on se retrouve sinon le vendredi 22 octobre, en présentiel bien sûr maintenant, ici à l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.